Je ne me suis jamais vanté auprès de ma famille de gagner 200 000 $ par mois. Je suis rentré à la maison sans prévenir mes parents. J'ai plaisanté en disant que je venais de perdre mon emploi pour voir leur réaction. Mais avant même d'avoir pu entrer dans leur appartement, je me tenais devant la porte familière à Omaha, tenant une valise qui contenait un grand secret. Je m'appelle Felicia, une directrice financière de 28 ans gagnant 200 000 $ par mois. Ce jour-là, je suis rentré chez moi sans prévenir personne car je voulais faire un test pour découvrir la vérité sur ma famille. Tout au long de ma carrière, je ne me suis jamais vanté de ma richesse ou de ma position auprès de mes proches. J'ai gardé mes distances pendant des années car j'ai toujours ressenti un sentiment d'injustice et j'ai remarqué à quel point ils accordaient de la valeur à l'argent. Ce jour-là, je m'étais délibérément habillé simplement et j'avais laissé tous mes bijoux coûteux à Seattle. J'avais prévu d'entrer et de dire que je venais de perdre mon emploi juste pour voir leur véritable réaction quand je n'aurais plus rien. En poussant la porte, je savais que ce moment pourrait tout changer, brisant tout ce que j'avais cru un jour à propos de ma famille et de mon foyer. Parfois, trouver la vérité nécessite le courage de faire face aux choses que nous ne voulons pas voir. Oseriez-vous faire la même chose dans cette situation? Partagez vos pensées. Il y a 10 ans, j'ai porté ma valise usée hors de cette maison exacte pour construire une vie indépendante à Seattle à partir de rien du tout. Au moment où j'ai eu 28 ans, j'avais réussi à obtenir un poste de directrice financière tout en acquérant un appartement de luxe et en construisant un portefeuille d'investissement substantiel entièrement par moi-même. Ma stabilité financière actuelle contraste fortement avec mes années universitaires épuisantes où je devais jongler avec plusieurs emplois au salaire minimum juste pour survivre. À l'époque, mon père, papa, et ma mère, maman, avaient clairement fait comprendre que leur priorité financière était entièrement consacrée à soutenir ma sœur Johanna. Ils ont volontairement vidé leurs économies pour financer ses cours d'art sans fin et son équipement de studio coûteux tout en me laissant me noyer sous le poids écrasant des prêts étudiants à taux d'intérêt élevés. Ce favoritisme flagrant m'a appris une dure leçon pratique sur l'autonomie, qui a fondamentalement façonné mes limites personnelles strictes concernant ma famille. Au lieu de mendier leur approbation, j'ai canalisé ma frustration pour obtenir plusieurs bourses universitaires tout en construisant agressivement mon réseau professionnel tout au long de la vingtaine. Cette approche stratégique m'a permis d'obtenir mon diplôme parmi les premiers de ma promotion universitaire et de décrocher immédiatement un poste très compétitif dans une entreprise prestigieuse. Mon principe de survie principal tout au long de ma vie d'adulte a été de maintenir une distance géographique de sécurité avec la maison de mon enfance pour protéger ma santé mentale. J'ai intentionnellement restreint notre communication à de brefs appels téléphoniques mensuels tout en n'envoyant que des cadeaux pratiques de base pendant les fêtes de fin d'année. Plus important encore, j'ai fait le choix délibéré de cacher mon véritable salaire de cadre parce que je savais exactement comment ils considéraient l'argent. Leur fournir la moindre connaissance de ma richesse m'aurait inévitablement transformé en leur compte bancaire personnel pour sponsoriser leur enfant préféré. Ma distance soigneusement maintenue a fonctionné à merveille jusqu'à il y a quelques semaines, lorsqu'une série de mises à jour sur les réseaux sociaux a complètement perturbé ma tranquillité d'esprit. Je faisais défiler mon fil d'actualité au hasard lorsque j'ai remarqué plusieurs nouvelles publications publiques de Johanna affichant un style de vie incroyablement somptueux. Elle téléchargeait fièrement des photos d'elle portant des sacs à main de créateurs en édition limitée tout en sirotant du champagne dans des complexes hôteliers exclusifs à travers le pays. La réalité choquante était qu'elle n'avait pas occupé d'emploi rémunéré stable depuis près de 5 ans après avoir abandonné sa supposée carrière artistique. J'ai cliqué sur son profil pour examiner les horodatages de ses photos de voyage tout en calculant le coût approximatif de ses vacances de luxe. Les calculs n'avaient tout simplement aucun sens logique pour quelqu'un prétendant être une artiste aspirante à la recherche d'inspiration. Une profonde suspicion a commencé à s'enraciner dans mon esprit alors que je remettais continuellement en question la source mystérieuse finançant cette série interminable d'achats extravagants. Je savais parfaitement que Johanna manquait de la discipline de base pour économiser le moindre argent car elle comptait constamment sur d'autres personnes pour couvrir ses dépenses de la vie quotidienne. Je savais aussi que maman et papa vivaient avec un revenu fixe de la classe moyenne, ce qui signifiait qu'ils ne pourraient jamais naturellement se permettre de sponsoriser de telles habitudes de dépenses extrêmes. Ils canalisaient clairement de vastes sommes d'argent vers une adulte profondément irresponsable. Cependant, l'origine de ces fonds demeurait un mystère troublant. J'ai commencé à analyser leur comportement récent lors de nos rares conversations téléphoniques où ils se plaignaient fréquemment de l'augmentation du coût des courses tout en louant simultanément ses dernières vacances. Ces déclarations contradictoires impliquaient fortement qu'ils sacrifiaient leurs propres besoins fondamentaux ou contractaient peut-être des dettes dangereuses juste pour maintenir sa riche façade en ligne.
J'ai imprimé plusieurs de ces photos publiques pour recouper les emplacements d'arrière-plan avec les tarifs hôteliers standards afin d'estimer leurs dépenses mensuelles. Les chiffres ont rapidement grimpé dans les dizaines de milliers, ce qui a pratiquement confirmé ma théorie concernant une ligne de crédit non divulguée, ou un prêt caché massif. Chaque élément de preuve pointait vers un désastre financier imminent qui finirait par entraîner tout le monde vers le bas s'il était laissé complètement sans contrôle. Debout seul dans mon spacieux appartement, j'ai finalement pris la ferme décision d'emballer mes vieux vêtements pour retourner à Omaha en voiture. Une semaine avant mon voyage de retour vers cette maison, mon téléphone a continuellement reçu plusieurs messages textes urgents de la part de divers membres de la famille. Johanna a initié le contact soudain en envoyant un long message écrit sur un ton incroyablement exigeant sans aucune salutation préliminaire. Elle a explicitement exigé que je transfère immédiatement une somme d'argent massive pour l'aider à effacer le solde impayé d'une carte de crédit. Le message texte détaillait ces échéances imminentes tout en ignorant complètement le fait que nous ne nous étions pas parlé correctement depuis plusieurs mois. Elle a formulé la demande comme si l'accès à mon compte bancaire personnel était son droit de naissance absolu plutôt qu'une faveur financière massive. J'ai fixé l'écran lumineux tout en assimilant l'audace pure requise pour exiger des milliers de dollars par le biais d'un simple message texte. J'ai fermement tapé un refus clair, expliquant que sa mauvaise gestion financière était entièrement sa propre responsabilité personnelle à résoudre de manière indépendante. Elle a immédiatement répondu par un barrage d'accusations en colère tout en menaçant de parler à nos parents de ma supposée cruauté impardonnable. Presque immédiatement après avoir reçu ce dernier message texte, mon téléphone a commencé à sonner bruyamment, affichant un appel entrant directement de maman. J'ai répondu à l'appel seulement pour être instantanément accueilli par une voix dure m'ordonnant agressivement de vider mes comptes d'épargne. Elle a insisté sur le fait que renflouer sa fille préférée était absolument nécessaire pour préserver la dignité globale de notre foyer tout entier. Tu es une personne incroyablement égoïste de rester là à regarder de loin pendant que ta sœur fait face à des problèmes massifs. Son ton agressif a complètement rejeté mes années de travail acharné tout en traitant ma stabilité financière comme un fonds de secours pratique. J'ai refusé de reculer tout en lui demandant de fournir une seule raison valable pour laquelle je devrais sacrifier ma sécurité soigneusement construite. J'ai directement remis en question leur favoritisme flagrant et continu en exigeant une explication logique concernant leur soutien financier inconditionnel pour une adulte à part entière. J'ai souligné qu'une femme de 30 ans devrait faire face aux conséquences pratiques de l'achat de produits de marque sans occuper un emploi stable. Au lieu de reconnaître mon argument complètement rationnel, maman a simplement élevé la voix plus fort pour étouffer mes questions totalement valides. Elle a tenté de manipuler mes émotions en utilisant mon enfance comme une arme tout en ignorant complètement le fait que j'avais payé mes propres études universitaires. La conversation a rapidement dégénéré en une dispute unilatérale où mes limites logiques ont été traitées comme des actes impardonnables de trahison familiale. La ligne a soudainement bougé avant que papa n'attrape violemment le combiné pour intensifier encore la pression psychologique contre mes limites. Il a immédiatement essayé de faire taire mes arguments logiques en insistant lourdement sur les obligations de sang ainsi que sur les devoirs fondamentaux d'une sœur cadette. Il n'a cessé de répéter que la famille doit toujours rester unie dans les moments difficiles, peu importe qui a réellement causé le désastre financier initial. Cette famille t'a élevé jusqu'à l'âge adulte, alors c'est le moment exact où tu dois nous rembourser tout en partageant nos fardeaux au lieu de compter chaque centime. Ces mots lourds portaient une forte nuance de droit absolu, suggérant que mon existence indépendante tout entière était essentiellement une dette que je leur devais. Il a complètement ignoré la réalité selon laquelle j'étais financièrement indépendante depuis le jour même où j'avais fait mes valises pour quitter Omaha. J'ai écouté sa respiration lourde à travers le combiné tout en réalisant clairement que toute autre tentative de raisonnement logique serait totalement inutile. Il s'était enfermé de façon permanente dans un cycle toxique consistant à encourager les mauvais comportements tout en s'attendant à ce que je paie la facture finale scandaleuse. J'ai calmement mis fin à l'appel sans fournir d'autres explications concernant leurs exigences financières hautement déraisonnables sur mes économies personnelles. Assise seule dans mon salon silencieux, j'ai immédiatement commencé à élaborer un plan très risqué pour exposer définitivement leur amour hautement conditionnel. J'ai décidé de fabriquer une faillite professionnelle complète pour tester exactement comment ils me traiteraient une fois que je deviendrais complètement inutile pour eux sur le plan financier. Les détails spécifiques de ma stratégie consistaient à cacher mes biens de valeur tout en me présentant comme un échec désespéré, mendiant un abri de base. Ce test extrême fournirait enfin la preuve indéniable dont j'avais besoin pour couper définitivement ces liens familiaux toxiques sans aucune culpabilité persistante. Le lendemain matin, je me suis rendu directement au bureau des ressources humaines de l'entreprise pour soumettre les documents officiels demandant un congé sans solde à durée indéterminée afin de commencer à exécuter ma stratégie détaillée.
L'ensemble du processus de transfert professionnel a progressé rapidement alors que je transférais de manière décisive le contrôle de plusieurs portefeuilles financiers cruciaux à mes subordonnés hautement qualifiés. Mon départ soudain a laissé les membres du conseil d'administration dans un état de choc absolu car je consacrais généralement chaque heure de la journée à maximiser les profits trimestriels de notre entreprise. J'ai méthodiquement signé d'épaisses piles de documents juridiques, transférant mes autorités d'entreprise quotidiennes sans fournir d'explications spécifiques concernant mon urgence personnelle inattendue. Le fait de remettre mes responsabilités professionnelles m'a semblé étonnamment libérateur car mon esprit restait entièrement concentré sur la confrontation imminente qui m'attendait à Omaha. J'ai ordonné à ma secrétaire de ne transférer que les urgences extrêmes vers mon courriel privé tout en bloquant toutes les communications d'entreprise standard pour le futur prévisible. Plus tard cet après-midi-là, j'ai visité un café calme situé à la périphérie de Seattle pour rencontrer ma meilleure amie Sarah afin de discuter de mon voyage imminent. Je me suis assise de l'autre côté de la table en bois tout en décrivant méticuleusement mes profonds soupçons concernant les dettes familiales cachées ainsi que le scénario risqué de faux chômage que j'avais l'intention de mettre en scène. Elle a écouté attentivement chaque détail concernant les transferts d'argent récemment demandés avant de se pencher en avant avec une inquiétude sincère gravée sur son visage. Elle a analysé ma stratégie avec soin tout en soulignant les graves risques émotionnels associés à la provocation intentionnelle d'une crise familiale massive. Es-tu absolument certaine de vouloir poursuivre ce plan extrême? Parce que l'exposition personnelle de leur vraie nature pourrait laisser une cicatrice psychologique permanente qui ne guérit jamais vraiment. J'ai immédiatement écarté ces inquiétudes hautement valables tout en déclarant fermement que la découverte d'une réponse définitive restait ma priorité absolue, quel que soit le coût émotionnel potentiel. J'ai expliqué que faire face à une réalité cruelle était largement supérieur au fait de vivre aveuglément tout en leur permettant d'exploiter continuellement ma réussite financière durement gagnée. Sarah a hoché la tête doucement en signe de compréhension, reconnaissant que ma décision finale était profondément enracinée dans la logique pure plutôt que dans des explosions émotionnelles impulsives. Nous avons passé une autre heure à discuter des retombées familiales potentielles avant que je ne retourne à mon appartement de luxe pour finaliser les aspects physiques de mon déguisement de pauvreté. J'ai passé le reste de la soirée à sélectionner avec soin mes vêtements les plus usés tout en les emballant dans une vieille valise cabossée. La création d'une couverture parfaite nécessitait de neutraliser temporairement chaque trace de ma richesse substantielle pour éviter toute découverte accidentelle lors de ma visite à venir. Je me suis personnellement connecté à mes portails bancaires sécurisés pour geler temporairement toutes mes cartes de crédit à plafond élevé tout en redirigeant simultanément mes principales sources de revenus. J'ai autorisé mon gestionnaire de patrimoine privé à transférer immédiatement mes liquidités dans un compte en fiducie hautement sécurisé auquel personne d'autre ne pourrait avoir accès. Assurer un secret financier complet garantissait que ma famille ne verrait qu'une femme désespérée rentrant chez elle sans absolument rien à leur offrir. Je suis même allé jusqu'à suspendre temporairement mon numéro de téléphone principal tout en achetant un appareil prépayé bon marché pour compléter l'illusion d'une ruine financière totale. Je me suis préparé mentalement au pire scénario absolu. Donc, s'il me considère vraiment comme une simple mine d'or, je couperai complètement tous les liens sans aucune hésitation. Au lieu de réserver mon billet d'avion habituel en classe affaires, j'ai visité une agence de location locale pour obtenir le véhicule le moins cher disponible sur l'ensemble de leur parc. J'ai spécifiquement choisi une vieille berline avec un moteur bruyant et une peinture extérieure gravement écaillée pour correspondre parfaitement au récit désespéré que j'avais soigneusement construit. Le véhicule manquait des commodités modernes de base tout en émettant une légère odeur de vieille huile moteur, ce qui convenait parfaitement à mes exigences actuelles. Le fait de charger ma seule valise usée dans le coffre poussiéreux a finalisé ma transformation complète, passant d'une directrice financière très prospère à un échec complètement brisé mendiant un abri de base. J'ai saisi fermement le volant usé avant de m'engager sur l'autoroute pour entamer le long et épuisant trajet de retour vers la maison de mon enfance. Le lendemain, j'ai franchi le seuil, faisant face aux expressions absolument stupéfaites de maman et papa, confortablement installés dans le salon spacieux. Leur choc initial s'est rapidement transformé en une irritation visible à l'instant précis où leurs yeux ont balayé mes vêtements bon marché et très froissés. Je me suis tenu silencieusement près de l'entrée tout en annonçant la fausse nouvelle détaillant mon licenciement soudain et ma ruine financière complète. Maman s'est immédiatement levée de son fauteuil en peluche tout en faisant instinctivement un pas en arrière visible au lieu d'offrir une étreinte réconfortante. Sa respiration rapide a révélé une panique intense face à la possibilité terrifiante de devoir réellement soutenir financièrement sa propre progéniture en difficulté. Elle a rapidement commencé à énumérer de nombreuses plaintes concernant les prix des courses en constante augmentation tout en évitant agressivement les politesses d'accueil standard.
Son ton dur est devenu de plus en plus défensif alors qu'elle a suggéré sans ménagement, je ferai demi-tour immédiatement pour trouver un motel bon marché au bord de la route. Le budget de notre ménage reste incroyablement serré actuellement, donc ton arrivée inattendue nous laisse complètement incapables d'organiser un hébergement convenable ou des repas quotidiens pour toi. Elle a croisé les bras fermement sur sa poitrine tout en fixant ma valise cabossée posée lourdement sur le plancher de bois franc immaculé. Je les ai intentionnellement poussés dans une impasse en avouant mon incapacité totale à payer ne serait-ce qu'une seule nuit dans une auberge économique. J'ai délibérément baissé la voix pour pratiquement mendier un abri temporaire en utilisant la chambre d'amis notoirement vide située au 2e étage. Mon appel désespéré est resté suspendu maladroitement dans l'air silencieux pendant que j'observais attentivement leur posture rigide communiquant un dégoût total. Papa a fait une lourde grimace tout en secouant agressivement la tête pour refuser instantanément ma demande tout à fait raisonnable d'un abri intérieur de base. Il a froidement annoncé que la zone à l'étage précédemment vacante appartenait désormais entièrement à Johanna pour ses activités quotidiennes de diffusion sur les réseaux sociaux. Il a justifié cet arrangement de vie absurde en affirmant que sa présence en ligne nécessitait un studio professionnel dédié offrant des conditions d'éclairage parfaites. Tu dois temporairement déplacer tes affaires dans le garage détaché à l'arrière car Johanna stocke actuellement plusieurs appareils de diffusion immobile et coûteux à l'intérieur de cette chambre à l'étage. Il a croisé les bras fermement, imitant maman tout en créant une barrière physique unifiée, m'empêchant d'avancer plus loin dans la maison chaleureuse. Il a fait un geste dédaigneux vers la porte arrière tout en ignorant complètement la cruauté évidente de donner la priorité à un équipement photographique plutôt qu'à sa propre fille déplacée. Johanna est commodément restée cachée quelque part à l'étage, évitant délibérément la confrontation inconfortable tout en laissant nos parents exécuter le sale boulot. J'ai ravalé ma fausse fierté tout en hochant silencieusement la tête dans un accord passif pour éviter qu'ils ne me jettent physiquement hors du porche d'entrée. La confirmation ultime de leur favoritisme toxique s'est finalement matérialisée sous mes yeux, validant chaque suspicion motivant mon stratagème élaboré. J'ai doucement saisi la poignée en plastique fissurée de mes bagages usés pour entamer la marche humiliante vers la structure de stationnement détachée. La température a chuté de manière significative au moment où je me suis éloigné du bâtiment principal, soulignant le contraste saisissant entre leur confort et ma punition. La lourde porte en bois du garage a grincé bruyamment lorsque je l'ai poussée pour révéler un espace sombre sentant fortement l'huile moteur périmée. J'ai traîné ma valise sur le sol en béton fortement taché tout en naviguant autour de boîtes en carton jetées aux côtés d'outils de jardin rouillés. Une fine couche de poussière épaisse recouvrait chaque surface visible, garantissant des conditions de vie misérables à quiconque serait forcé d'occuper cet espace glacial. J'ai repéré un lit de camp jeté à la hâte dans un coin sombre pour servir d'arrangement de couchage principal dans un avenir prévisible. Ma respiration est devenue légèrement visible dans l'air glacial pendant que j'examinais les débris éparpillés autour de mes quartiers de fortune temporaire. Assis seul sur la toile inconfortable, j'ai réalisé que mon confort physique ne signifiait absolument rien pour les personnes qui m'avaient élevé à l'origine. Ils m'ont isolé avec succès du reste du foyer, prouvant qu'ils n'accordaient de la valeur à ma présence que lorsque je fournissais un avantage financier massif. Cette installation incroyablement dégradante reflétait parfaitement leurs véritables priorités émotionnelles, plaçant un mode de vie luxueux sur les réseaux sociaux bien au-dessus de la décence humaine fondamentale. J'ai déballé une seule couverture fine tout en me préparant mentalement à endurer ce traitement dégradant pour rassembler les dernières preuves indéniables. Plusieurs jours après mon retour dans cette maison, j'ai rapidement réalisé qu'ils me traitaient exclusivement comme une domestique non rémunérée destinée à gérer toutes les tâches dégradantes. Maman ainsi que papa évitaient activement tout contact visuel direct avec moi chaque fois que nous nous croisions par hasard dans l'étroit couloir résidentiel. Ils utilisaient constamment chaque brève rencontre pour faire pression agressivement sur moi afin que je distribue mon curriculum vitae dans les magasins de détail locaux pour obtenir un emploi au salaire minimum. Ils ont clairement fait savoir que ma présence quotidienne constituait un fardeau financier massif à moins que je ne commence à acheter mes propres courses immédiatement. J'ai enduré en silence leurs plaintes incessantes concernant ma supposée paresse tout en effectuant méthodiquement chaque corvée ménagère qu'ils m'attribuaient explicitement. J'ai frotté les sols de la cuisine tout en lavant une montagne de vaisselle sale laissée après leur dîner somptueux auquel il m'était explicitement interdit de participer. Johanna défilait continuellement dans le salon vêtue de tenues de créateur toutes neuves avec des étiquettes de prix coûteuses qu'elle avait commodément oublié de retirer. Elle a traité ma chute professionnelle temporaire comme une victoire personnelle massive tout en jetant son linge sale directement sur mon lit de fortune dans le garage glacial. Son attitude condescendante a atteint son paroxysme un après-midi lorsqu'elle m'a coincé près de l'escalier, tenant un lourceau rempli de produits de nettoyage hautement toxiques.
Nettoie soigneusement la salle de bain à l'étage en utilisant ces produits chimiques puissants car ton statut actuel de chômeuse fait du travail manuel l'activité quotidienne la plus logique pour toi. J'ai accepté le seau en plastique sans offrir de résistance verbale pour éviter de déclencher une autre dispute explosive avec nos parents très partiaux. Le lendemain matin, maman m'a spécifiquement ordonné d'organiser en profondeur les immenses classeurs situés dans le bureau à domicile poussiéreux appartenant à papa. J'ai commencé à trier des décennies de déclarations de revenus désorganisées ainsi que des factures de services publics obsolètes tout en essuyant d'épaisses couches de crasse accumulées recouvrant les surfaces en bois. En tentant d'ouvrir en force un tiroir du bas coincé, ma main a accidentellement renversé une petite boîte en bois précédemment cachée derrière plusieurs dossiers épais. Le récipient fragile a heurté lourdement le sol, faisant s'ouvrir son loquet rouillé tout en renversant des dizaines de documents juridiques officiels sur la moquette. Je me suis agenouillé pour rassembler les papiers éparpillés avant de remarquer un avertissement de saisie rouge vif estampillé sur la toute première page. Mes yeux ont rapidement parcouru la terminologie financière dense révélant une réalité horrifiante concernant le statut de propriété réelle de la maison de mon enfance. Les documents prouvaient clairement qu'ils avaient secrètement hypothéqué la totalité de la propriété à un taux d'intérêt incroyablement abusif plusieurs mois auparavant. Chaque dollar emprunté allait directement au remboursement des dettes massives de cartes de crédit générées exclusivement par le style de vie luxueux que Johanna affichait constamment en ligne. Les relevés bancaires ci-joints détaillaient des achats complètement futiles, notamment des vacances coûteuses dans des complexes hôteliers ainsi que des sacs à main de luxe. Alors que les paiements hypothécaires accusaient un retard important, le volume même de ces factures impayées démontrait un détachement complet de la réalité financière de base, soulignant leur illusion collective. Le dernier délai de grâce approchait rapidement de sa date d'expiration, ce qui signifiait que la banque saisirait légalement la propriété en l'espace de quelques semaines seulement. J'ai instantanément reconnu l'énorme moyen de pression reposant en toute sécurité entre mes mains. J'ai donc immédiatement verrouillé la lourde porte en bois du bureau pour m'assurer d'une intimité totale. J'ai récupéré mon téléphone mobile secondaire caché dans ma poche pour contacter de manière sécurisée mon avocat, Michael, en attente à son bureau de Seattle. J'ai rapidement expliqué la situation financière désastreuse tout en prenant des photographies détaillées des avis de saisie pour les transmettre via un courriel crypté pour son examen juridique immédiat. Contacte l'institution financière détenant actuellement le contrat hypothécaire pour cette propriété d'Omaha afin d'acheter complètement toute cette créance douteuse en utilisant mon capital personnel aujourd'hui. Michael a confirmé sa compréhension de ma stratégie agressive tout en promettant d'exécuter la reprise de dette hostile avant la fermeture des institutions bancaires pour le week-end à venir. Je lui ai ordonné d'utiliser une entité corporative anonyme pour acheter la dette, garantissant ainsi que ma famille resterait totalement ignorante de son nouveau propriétaire ultime. Il m'a assuré que la transaction resterait entièrement confidentielle jusqu'à ce que je décide personnellement de révéler mon nouveau statut juridique aux occupants actuels. J'ai soigneusement replacé les documents à l'intérieur de la boîte en bois tout en la remettant à sa cachette d'origine pour maintenir parfaitement ma couverture de pauvreté trompeuse. Plus tard ce week-end même, le salon principal a été décoré de manière extravagante en utilisant des fonds récemment empruntés pour célébrer la prochaine fête d'anniversaire de Johanna. L'atmosphère de la maison entière semblait incroyablement fausse, alors que de nombreux invités fortunés levaient continuellement leur verre en cristal coûteux pour offrir des toasts de félicitations hautement hypocrites concernant sa supposée réussite artistique. Je suis sorti discrètement de la cuisine bondée, tenant un petit cadeau bon marché que j'avais très soigneusement emballé plus tôt dans l'après-midi, en utilisant du papier craft bon marché. J'ai navigué lentement à travers la foule bruyante pour remettre poliment ma modeste offrande directement à la fille dont c'était l'anniversaire, se tenant avec assurance près de la table à manger centrale. Johanna a immédiatement ricané tout en déchirant agressivement le papier d'emballage délicat pour révéler rapidement l'objet très pratique mais bon marché caché à l'intérieur de la boîte en carton. Elle s'est moquée publiquement de la faible valeur monétaire de mon offrande attentionnée. Alors que ses amis riches riaient bruyamment de mes difficultés financières évidentes sans montrer la moindre hésitation, elle a négligemment jeté mon cadeau soigneusement choisi directement dans une poubelle en métal à proximité, faisant preuve d'un manque absolu de décence humaine fondamentale. Essaies-tu délibérément de m'humilier devant mes invités importants en présentant ces ordures absolues parce qu'un échec de chômeuse pathétique comme toi devrait définitivement rester complètement caché à l'intérieur du garage sale. J'ai fermement élevé la voix pour défendre activement ma dignité personnelle contre sa grossièreté totalement injustifiée tout en soulignant explicitement ses terribles manières. Maman ainsi que papa se sont précipités à travers la pièce bondée pour protéger agressivement leur enfant préféré de mes représailles verbales totalement justifiées.
Ils m'ont sévèrement réprimandé pour avoir délibérément causé une scène massive lors d'une occasion supposée joyeuse tout en exigeant bruyamment que je présente immédiatement des excuses formelles. Ils ont complètement ignoré ces actions profondément irrespectueuses tout en se concentrant entièrement sur la protection de son image publique fragile devant son cercle social critique. Mon dernier fil de tolérance familiale a complètement rompu à ce moment-là, réalisant qu'il ferait toujours de moi la méchante, quelles que soient les circonstances réelles. J'ai pincé les lèvres fermement, refusant de prononcer un seul mot supplémentaire pour ma défense tout en tournant rapidement le dos à l'ensemble du rassemblement. J'ai marché directement vers la porte arrière en direction du garage détaché glacial pour rassembler rapidement mes quelques effets personnels dans ma valise cabossée. J'ai récupéré mon appareil mobile secondaire pour rédiger un message texte très urgent demandant à Michael d'activer immédiatement les protocoles de saisie hostile ce soir. Je l'ai explicitement autorisé à exécuter les dernières manœuvres juridiques nécessaires pour saisir officiellement la propriété sans leur accorder aucun délai de grâce standard. J'ai saisi la poignée en plastique fissurée de mes bagages tout en retournant vers la cuisine principale pour prononcer ma dernière déclaration de départ. Je manque apparemment des qualifications sociales de base pour rester à l'intérieur de ce foyer luxueux. Alors, s'il vous plaît, continuez à vous amuser car ce soir marque officiellement votre dernière célébration à l'intérieur de cette propriété spécifique. Je n'ai pas attendu d'observer leur réaction confuse avant de me retourner pour sortir définitivement par la lourde porte d'entrée dans la nuit glaciale. Avant de traîner ma valise vers le véhicule de location, j'ai placé silencieusement un épais dossier juridique rouge directement sur l'îlot de cuisine immaculé. Les documents officiels contenaient des tampons bancaires très visibles ainsi que des preuves indéniables de mon nouveau statut ultime en tant que détentrice principale de leur hypothèque. Les documents comprenaient également un avis d'expulsion juridiquement contraignant exigeant qu'ils libèrent complètement les lieux dans un délai de 30 jours strictement appliqué. J'ai stratégiquement positionné les documents lourds directement à côté de la machine à café, garantissant qu'ils découvriraient absolument la vérité horrifiante tôt le lendemain matin. J'ai chargé mes bagages dans le coffre bruyant tout en poussant finalement un immense soupir de soulagement sincère après avoir enduré avec succès des jours de torture psychologique. J'ai démarré le moteur bruyant tout en reculant de l'allée, me sentant complètement détaché des gens célébrant aveuglément à l'intérieur de la maison condamnée. J'ai dirigé le véhicule vers l'entrée d'autoroute la plus proche, laissant derrière moi des décennies de traitements injustes tout en anticipant avec impatience mon trajet de retour paisible vers Seattle. Le lendemain matin, l'écran de mon téléphone portable n'a cessé de clignoter, affichant des dizaines d'appels manqués provenant directement des anciens membres de ma famille. Ils avaient de toute évidence découvert l'épais dossier juridique reposant sur l'îlot de cuisine immaculé tout en réalisant avec horreur la vérité absolue concernant mon chômage fabriqué. Les documents officiels prouvaient explicitement mon nouveau statut de détentrice principale de l'hypothèque brandissant un avis d'expulsion immédiate dépourvu de tout délai de grâce standard. Ma boîte de réception vocale s'est rapidement remplie de messages audio frénétiques, passant rapidement des cris agressifs aux sanglots pathétiques alors que la réalité brisait enfin leurs illusions profondément enracinées. L'écoute de ces enregistrements détaillés a révélé exactement à quelle vitesse leurs droits toxiques s'effondraient chaque fois qu'ils faisaient face à de véritables conséquences juridiques découlant directement de leurs propres actions égoïstes. Papa a blâmé agressivement maman pour m'avoir précédemment aliéné, tandis que Johanna a complètement paniqué à l'idée de perdre son abri luxueux sans posséder aucun plan de secours viable. Je me suis assise paisiblement dans le salon d'affaires calme de l'aéroport, sirotant du thé chaud tout en bloquant systématiquement chaque numéro de contact ainsi que leurs divers comptes sur les réseaux sociaux. Appuyer sur ce dernier bouton numérique a rompu de manière permanente notre connexion toxique, établissant une frontière impénétrable, protégeant ma stabilité financière durement gagnée d'une exploitation future. Je n'ai ressenti absolument aucune joie malveillante concernant leur chute catastrophique soudaine car ma préoccupation principale restait entièrement centrée sur la protection de mon propre bien-être psychologique à long terme. Les conséquences pratiques sont arrivées sans pitié quelques semaines plus tard lorsque les forces de l'ordre local ont officiellement exécuté le protocole d'expulsion légale, les forçant à quitter définitivement les lieux. Mes parents ont déménagé à contre-cœur dans un appartement résidentiel extrêmement exigu, luttant quotidiennement pour maintenir leur niveau de vie de base sans compter secrètement sur mon salaire d'entreprise caché. Pendant ce temps, Johanna a finalement été contrainte de liquider ses sacs à main de créateurs coûteux pour obtenir l'argent de base pour l'épicerie avant de chercher désespérément un emploi de premier échelon dans toute la ville. Elle a finalement obtenu un poste physiquement exigeant au salaire minimum en servant aux tables d'un restaurant local. Expérimentant enfin la dure réalité d'un véritable travail manuel épuisant. De retour en toute sécurité dans mon appartement de Seattle, j'ai pris une profonde inspiration apaisante,
m'autorisant à assimiler pleinement l'immense soulagement psychologique inondant tout mon système nerveux. Supprimer complètement ces influences parasitaires déguisées en amour familial inconditionnel m'a permis de rediriger ma précieuse énergie vers une véritable guérison personnelle ainsi qu'une croissance professionnelle continue. Reconstruire ma vie privée sans porter leur fardeau financier massif semble incroyablement libérateur car la priorité de ma propre paix mentale reste ma plus grande victoire ultime absolue. Mon indépendance nouvellement établie garantit pratiquement que personne n'utilisera jamais la culpabilité biologique pour manipuler mes ressources personnelles ou compromettre ma dignité humaine fondamentale à nouveau. Adopter cet environnement complètement calme me donne le pouvoir de construire un avenir véritablement authentique entouré exclusivement de personnes qui respectent sincèrement mes limites fondamentales. Avant de terminer l'histoire d'aujourd'hui, veuillez prendre un bref moment pour réfléchir au message éducatif plus profond qui motive ce drame familial particulier. Notre chaîne produit activement ces récits très réalistes pour démontrer clairement la nécessité absolue d'établir des limites personnelles strictes lors de conflits familiaux intenses. Nous préconisons fortement l'utilisation du raisonnement logique avec des cadres juridiques appropriés pour résoudre systématiquement l'exploitation financière toxique plutôt que de s'engager dans des disputes émotionnelles inutiles qui produisent rarement des solutions tangibles dans le monde réel. L'évaluation objective de la protagoniste révèle une personne très décisive qui a donné la priorité à sa propre survie psychologique en coupant définitivement tout contact avec ses abuseurs. Elle a réussi à protéger sa dignité durement gagnée en refusant de négocier avec des proches qui ne l'appréciaient que comme une ressource financière jetable. Pendant ce temps, les antagonistes ont fait face aux conséquences inévitables et dures résultant directement de leur propre décennie de choix financiers irresponsables couplés à leur manipulation émotionnelle flagrante. La leçon la plus profonde tirée de cette expérience épuisante souligne que la génétique partagée ne devrait jamais obliger quiconque à endurer indéfiniment des abus financiers ou émotionnels sans fin. L'amour inconditionnel au sein d'une structure familiale doit toujours rester un échange réciproque plutôt qu'un outil de manipulation conçu pour extraire constamment des ressources du frère ou de la sœur ayant le plus de succès. Lorsque les parents encouragent délibérément un enfant très irresponsable tout en traitant un autre comme un simple plan de secours, ils détruisent fondamentalement la confiance fondamentale requise pour maintenir toute relation saine. La véritable maturité exige de reconnaître exactement quand une dynamique toxique ne peut être sauvée, nous forçant à nous éloigner complètement pour préserver notre propre santé mentale ainsi que notre indépendance financière. Établir des limites fermes semble souvent incroyablement douloureux au début, mais cela reste la seule méthode efficace pour empêcher les cycles générationnels d'exploitation flagrante de se répéter constamment. Nous devons normaliser complètement le concept de choisir notre propre paix mentale plutôt que de maintenir des liens familiaux superficiels, surtout lorsque ces liens spécifiques menacent activement notre développement personnel continu ainsi que notre bien-être psychologique global. Nous remercions sincèrement tous nos téléspectateurs dévoués d'avoir écouté patiemment cette réalité difficile jusqu'à la toute fin de la vidéo. Comment géreriez-vous personnellement cette situation exacte si vous découvriez soudainement vos propres proches complotant contre votre stabilité financière ? Veuillez partager vos pensées honnêtes ou des solutions alternatives dans la section des commentaires ci-dessous tout en vous abonnant pour soutenir notre voyage continu de narration éducative.